Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV avec Laurent Mella et Johan Fon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 35e épisode déjà de Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Je suis toujours avec Laurent, notre expert SAV. Laurent, retour de vacances, chaud? Chaud et déjà très actif. Bonjour à tous. Bien. Parce que oui, c'est vrai que vous allez écouter cet épisode dans un moment, mais nous, on est fin août, là, sur la terrasse, en train de s'enregistrer ce podcast. Pour rappel, moi, c'est Johan, hein, je fais des vidéos tutos dans le domaine du SAV. Et aujourd'hui, on va discuter primes pour les techniciens. Ça fait plusieurs fois qu'on aborde le sujet, mais on n'avait jamais discuté réellement. Et donner des primes à des techniciens, c'est bien beau, mais comment on fait? Est-ce que ça ne va pas les transformer en commerciaux qui vont ne courir qu'après la prime et ne pas réparer? Et j'ai plein de questions. Par quel morceau on prend ce sujet si demain j'ai mon SAV et je veux filer des primes à mes techniciens? Alors, comment je file des primes à des techniciens? L'idée, c'est que ils vont aider à trouver des signaux faibles pour conclure des ventes de contrats, des ventes de matériel, etc., etc. D'ailleurs, il y a plein d'autres cas certainement que tu vas nous énoncer. À toi la parole, Laurent. Ah, le rêve, le rêve de toute entreprise, hein, que les techniciens qui sont très souvent chez les clients ramènent des ventes de pièces, des ventes de contrats, des possibilités de vendre de nouvelles machines. C'est effectivement une forme de rêve avec beaucoup de peur associée. En tout cas, c'est ce que j'entends très souvent quand je discute avec des fabricants ou des distributeurs. C'est quand même, nos techs sont tout le temps, très souvent chez les clients. Ils entendent plein de choses, ils voient plein de choses, ils ont la confiance des clients. Ah, ce serait génial si on pouvait avoir de la démarche commerciale. Et ce qui est très souvent fait, c'est d'appliquer les logiques commerciales sur des techs. Et ça marche évidemment pas très bien. Mhm. On ne peut pas faire directement d'un technicien un commercial. Et pourtant, on fait de plus en plus de commerciaux des technico-commerciaux. Quand on vend de la machine, quand on vend de l'équipement un peu technique ou industriel, on a besoin quand même que les commerciaux aient un certain vernis technique, une compréhension du métier, une compréhension un peu des technologies ou des mécaniques utilisées. Et de l'autre côté, le pendant, le miroir côté technicien, lui, ne s'applique pas. On demande aux techniciens d'être techniques, d'arriver, de savoir résoudre, d'être super pro. Et puis, bon, si en plus ils arrivent à se comporter correctement, bah, c'est bien. Et de cet état-là, on leur dit, maintenant tu deviens commercial et tu vends des contrats. Le gap, il est géant, hein, il est immense. C'est pas juste c'est pas un petit coup de cuillère à peau. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, dans le mécanisme. Donc, la première des choses, c'est de savoir d'où on part. Est-ce que aujourd'hui, j'ai des équipes techniques qui qui ont déjà des mécaniques comportementales, des mécaniques relationnelles de bonne qualité, à bon niveau? Parce que si c'est pas le cas, il faut commencer par là, avant même d'envisager toute démarche commerciale. Il faut déjà améliorer les qualités relationnelles. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi de se poser la question, pourquoi? Pourquoi je vais en faire des commerciaux? C'est quoi la raison? Parce que on a beaucoup de fausses bonnes idées. Ça, on en a pléthore dans toutes les entreprises et c'est normal puisque une idée, elle a l'air sympa tant qu'elle reste une idée. Okay, et elle ne devient intéressante que quand on la rend concrète, quand opérationnellement ça se déroule. Et la difficulté, c'est de se dire, c'est de ne pas faire des raccourcis, de ne pas se dire c'est parce que j'ai mes techniciens qui sont tout le temps ou presque chez les clients, euh, forcément, c'est une bonne idée de les transformer en commerciaux entre guillemets. Pas forcément, c'est loin d'être évident. Par exemple, je suis une entreprise qui a une douzaine de techniciens qui interviennent régulièrement, qui sont reconnus par les clients pour être de bons techs, pour savoir bien résoudre les problèmes. À côté de ça, j'ai une équipe commerciale qui vend bien, qui est plutôt fonctionnelle. Et je me dis, bah, ça serait bien que mes techs deviennent un peu plus commerciaux parce que je vois bien qu'ils peuvent détecter quelques nouveaux contrats. Mais j'ai très peu de contrats. C'est surtout pour vendre de la pièce. Là, c'est pas une très bonne idée. C'est pas une très bonne idée parce que si les techniciens qui sont vus aujourd'hui comme super experts,
Quand ils me parlent, ils me donnent des conseils que j'écoute, parce que les gars, ils sont costauds, ils tiennent la route, et ils cherchent jamais rien à me vendre. Si je transforme ça en... Ils sont toujours experts, mais chaque fois qu'ils parlent, ils essaient de me vendre un truc, mon niveau de confiance vis-à-vis d'eux va descendre en tant que client. Leur légitimité va prendre quelques égratignures, et ça va pas être globalement positif pour moi. Deuxième contexte différent, j'ai une équipe commerciale et technique qui marche bien ensemble. On a déjà un paquet de propositions de prestations sous forme de contrats ou d'autres prestations récurrentes. On est plutôt bien développé. On a un SAV qui fonctionne plutôt bien, qui est plutôt rentable. Eh bien, là, à ce moment-là, chercher à amplifier ce phénomène en accompagnant les techniciens à proposer un petit peu plus de prestations récurrentes, mais en le faisant de la bonne manière, ça va marcher et ça va permettre de développer de l'activité commerciale. Et à ce moment-là, la question de comment je les rémunère là-dessus peut venir. Mais c'est une question secondaire, c'est pas une question principale. C'est ça que je veux dire, si je résume un peu ce que je viens de dire. C'est se poser la question de la prime ne peut venir que lorsque je me suis posé la question de comment je vends de la prestation de services associés à mes équipements aujourd'hui. Par quel canal je le fais. Ok, et j'étais en train de me dire en t'écoutant que on est parti sur je donne une prime à un technicien parce que, pardon, il va me vendre il va m'aider à faire vendre quelque chose. Mais je me disais en même temps, on peut aussi donner des primes aux techniciens tout court parce que, alors, c'est des mauvais exemples à mon sens, mais c'est les seules choses qui me viennent à l'idée, c'est, il arrive à parler plus vite, il a solutionné plus de problèmes que les autres, j'en sais rien. J'aime pas trop ça parce que ça rend la performance un peu, je trouve, ça peut mal finir. Mais avant d'aller plus loin, on parle que de primes aujourd'hui, prime, aide à la vente ou aussi, prime, bah, genre bonus, parce que tu travailles bien? Une bonne question. Alors, c'est une question plus générique. Alors, si on prend un peu de hauteur sur les primes, tu vois, c'est à quoi tu nous invites là, c'est effectivement de se dire pourquoi on verse des primes à nos commerciaux, pourquoi on veut verser des primes à nos techniciens. C'est quoi la raison? Les raisons. La première question à se poser, c'est quels sont nos objectifs? Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Est-ce que notre stratégie service, elle est claire? Est-ce que chacun dans l'entreprise l'a comprise? A compris où on veut aller, ce qu'on veut obtenir? Est-ce que nous avons mis quelques moyens pour soutenir le développement, pour faire en sorte que les clients adoptent notre approche servicielle? Est-ce que tout ça, c'est bien clair? C'est un premier élément à poser. Une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce qui dépend de qui? Qu'est-ce qui va dépendre des commerciaux, notamment? Les commerciaux, souvent, c'est au moment de la vente, on va les inviter à proposer des services, des prestations récurrentes, des packs de pièces critiques, etc. Donc, on essaye au moment de la vente de l'équipement de proposer un ensemble de prestations. Les prestations suivantes vont être faites plutôt par le département du SAV. Donc, soit en partie par les techniciens, en partie par le responsable SAV, en partie par les assistants, les assistants les ADV, hein, qui ont leur mot à dire, hein, en partie par les personnes qui vendent les pièces, en partie par les personnes qui vendent l'occasion, qui gèrent l'occasion. Chacun, en fait, a son rôle à jouer pour proposer des bouts de prestations. Parce qu'ils vont avoir les clients à des moments différents, et dans ces moments-là qu'ils vont détecter, pourront proposer la juste prestation ou le juste complément. Donc, il y a ce deuxième niveau-là qui est à réfléchir. Et ensuite, le troisième niveau va être de se dire comment on rémunère tout ce petit monde. Qu'est-ce qui fait partie déjà de leur rémunération existante et qu'est-ce qui peut nécessiter un complément, un bonus, une forme de prime. La prime, le point clé qui est derrière, c'est que c'est de la motivation externe. C'est pas de la motivation intrinsèque. Okay, chacun vient et fait son job parce qu'il a envie d'être reconnu pour ses compétences techniques, ses compétences commerciales, ses compétences administratives, hein, peu importe, selon la fonction qu'on occupe. Euh, Parce que les valeurs de l'entreprise lui parlent, parce que le sens qu'il trouve dans son travail lui parle, parce que le sentiment d'être utile lui parle, etc. Il y a plein d'éléments de motivation. La prime, elle vient soutenir une motivation qui n'est liée qu'à des objectifs. Par Mmh. exemple, les commerciaux, on leur donne des primes par rapport à des objectifs de vente.
que ce soit de la vente de produits, de la vente de services ou de la vente de solutions, mais c'est toujours par rapport à un objectif. Donc, si je veux appliquer cette logique-là à des techniciens, il faut donc que j'ai défini des objectifs. Ces objectifs vont être en général de deux ordres, je fais un peu grossièrement. Il y a les objectifs de comportement, de réalisation de l'activité principale, et puis il y a des objectifs de ce qu'on voudrait faire en plus. Donc, vendre peut-être un peu plus de contrats, vendre un peu plus de pièces, de consommables et autres. Et donc, tout ça, ça doit être clairement défini. Si on l'a pas clairement défini, on reste un peu conceptuel, hein. Mmh. On est hors sol. Donc, une fois que ça s'est bien posé, pourquoi j'irais poser une prime, par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Une entreprise a posé dans ses objectifs le fait de ranger son camion, le fait de ranger l'atelier, le fait de nettoyer le camion régulièrement. Et il y a des petits bouts de prime comme ça, ou des proportions, des pourcentages de la prime finale qui dépendent de ces critères-là. C'est à la fois une bonne et une mauvaise idée. C'est souvent une mauvaise idée parce que le jour où la prime n'est pas à la hauteur, où la prime s'arrête, bah, ils le font plus. Or, on a l'objectif Mmh. que ce soit quelque chose d'installé et de récurrent. Donc, en général, quand on est sur de l'opérationnel, je conseille de plutôt chercher les causes racines qui font que les équipes ne le font pas. Pourquoi tel et tel technicien, par exemple, ne nettoie pas son camion, ne range pas son camion, en tout cas dans les temps ou à un rythme qui soit le bon par rapport à l'image de l'entreprise, c'est toujours par rapport à des objectifs. Donc, pourquoi il ne le fait pas? Et là, allons traiter les causes racines plutôt que simplement de venir poser un pansement que serait la prime. La prime, elle doit venir soutenir des comportements vertueux. Okay, c'est-à-dire Mmh. parce que les gens le font bien et que l'on veut les récompenser parce qu'ils le font bien, à ce moment-là, on pose une prime. Et non pas parce qu'ils ne le font pas, on va mettre une prime pour qu'ils le fassent. Okay, ça marche très moyennement. Je ne dis pas que ça marche pas complètement, mais c'est très moyen et c'est peu durable. Donc, le point, si je dois résumer en un mot, c'est une prime vient soutenir quelque chose de vertueux. C'est ça la première logique. OK. Là, ça a plus de sens et c'est vrai que quand tu commences je sais pas pourquoi j'ai ce mot, incentiver, enfin bref, c'est le mot anglais, mais à donner des primes parce que le mec, il doit laver son camion. Ouais, c'est un peu foireux, je trouve. C'est D'accord. signe de dysfonctionnement. C'est signe qu'il y a Ouais. quelque chose qui ne fonctionne pas. Allez chercher. Alors maintenant, OK, voilà, j'ai tout organisé, je suis dans le meilleur des mondes. Ouais, La première question, c'est comment on va segmenter les primes? ouais. Est-ce qu'on donne, 5 000 €? Est-ce qu'on donne 50 €? Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on la donne tous les mois? Est-ce qu'on la donne à la fin de l'année? Comment ça se Ouais. passe ça? Je Alors évidemment, il n'y a pas de recette unique, hein. Ça serait tellement facile s'il y avait une petite recette, hop, on déroule, on applique et ça va marcher tout seul. Non, la question de la structuration des primes, d'abord, elle doit s'appuyer sur les valeurs de l'entreprise et la stratégie de l'entreprise, hein, comme je le disais au début. Hein. On va où? Pourquoi on y va? On sait pourquoi on y va. Euh, la structuration salariale de l'entreprise est importante. Est-ce qu'aujourd'hui, la mécanique salariale est équitable? Est-ce que, à fonction égale, les équipes sont payées de la même manière? Pourquoi je passe par cette étape-là? Parce que si ce n'est pas le cas, le mécanisme de prime va venir amplifier les écarts et donc amplifier les tensions internes et voire créer de nouvelles tensions internes. Donc il faut déjà être au clair sur sa politique salariale. Toutes les entreprises ne le sont pas, hein. Beaucoup le sont, mais il y en a encore qui ne le sont pas. Il y a encore des écarts de salaire qui sont injustifiés, qui se sont faits avec le temps, parce qu'à un moment donné, un tel a mieux négocié qu'un tel, parce qu'il y a eu des changements de direction, parce qu'il y a eu des changements stratégiques. Peu importe, il y a plein de bonnes raisons. Mais il faut remettre ça à plat. Il faut remettre ça à d'équerre. En plus, on a quand même une échéance à 2026 sur la transparence des salaires et la structuration qui fait que il faut le faire. Il faut s'y mettre. Si c'est pas fait, il faut s'y mettre rapidement. Parce qu'il faut partir sur un terreau qui soit sain. Si tout le monde est payé de façon équitable, la logique de prime va pouvoir amplifier des choses vertueuses et non pas des défauts. C'est le préalable. Une fois qu'on a fait ça, c'est de se poser la question, est-ce que mes primes doivent être individuelles ou collectives? mmh. Et ça, c'est souvent un débat qui revient très, très, très souvent. J'encourage chacun individuellement. Oui, mais si je fais ça, je risque d'encourager la compétition. Oui, mais alors si je mets que des primes collectives et qu'il y en a qui foutent rien pendant que d'autres bossent très bien, ah, c'est pas équitable non plus.
Voilà, et on tourne en boucle, hein, sur, Ouais. cette espèce de boucle un peu qui est un peu vicieuse. Ce que je conseille, c'est de se poser et de se dire, ok, si ma logique est de faire en sorte que collectivement tout le monde soit récompensé, parce que il y a déjà une bonne coopération dans l'entreprise, il y a déjà des équipes qui fonctionnent plutôt bien. À ce moment-là, je vais venir soutenir ça. Comme je le disais au début, hein, les primes doivent venir soutenir quelque chose de vertueux. Donc, si ça fonctionne déjà bien collectivement, je vais plutôt mettre en place des primes collectives. Ça me permettra, de dire, ben, voyez les gars, à chaque fois que collectivement vous amenez de nouvelles affaires, de nouveaux dossiers, de nouvelles prestations que l'on vend, tout le monde en profite, y compris le service administratif. Okay, pas seulement les commerciaux et les techniciens. Pourquoi? Parce que tout le monde contribue un peu, en fait. Mmh. Okay, quand on regarde dans le détail, chacun à un moment donné a fait quelque chose qui fait que ce contrat-là aboutit. Tout à fait. Okay, à apporter la bonne information, à relancer le client au bon moment, à apporter le petit argument qui va bien parce que c'était celui-là qu'il fallait poser à ce moment-là, à tisser le bon lien relationnel, etc., etc. Donc, la démarche collective marche plutôt bien. Si, en revanche, je n'ai pas une super coopération, service commercial et technique se tirent un peu dans les pattes, il y a des tensions, c'est un peu siloté chez moi, à ce moment-là, il va falloir trouver une mécanique qui va allier les deux. Un peu de prime individuelle et un peu de prime collective. Par exemple, je peux, sur une opération donnée, je fais une promo sur des pièces, je viens soutenir une nouvelle démarche de formation, je viens soutenir un nouveau petit panel de contrats autour de questions préventives ou de questions de performance. Eh bien, à ce moment-là, je mets un peu de prime individuelle pour les commerciaux parce que eux vont les proposer au moment de la vente. Euh, je mets de la prime individuelle sur les équipes techniques parce que évidemment elles vont être encouragées à la fin de la garantie par exemple à en parler. Elles vont être encouragées à le présenter lorsqu'elles vont faire par exemple un peu de préventif. Le technicien se rend compte que il y a des défauts de préventif chez le client. Eh bien, c'est peut-être le bon moment de lui parler de nos contrats de préventif, etc. Donc parce qu'il va le faire au bon moment. Eh bien, je vais mettre un peu de prime individuelle, mais je vais garder de la prime collective pour encourager les équipes à continuer, ou en tout cas à amplifier ce qu'elles commencent à faire un peu, travailler ensemble. Faire en sorte que le technicien dit au commercial, tu sais, là j'ai entendu parler du fait que un tel, sa machine elle est vieillissante, je le vois, voilà tous les points que je peux te souligner qui Mmh. justifient que franchement ça serait bien d'en mettre une nouvelle, ou franchement ça serait bien de faire un rétrofit pour la remettre en état. Voilà, on vient ensemble et on appuie ça pour convaincre le client. Et là, c'est un travail collectif, donc c'est bien, il faut bien une forme de prime collective. Si je mets de la prime individuelle, elle doit être extrêmement ciblée. C'est vraiment sur une action très précise, dans une durée très précise, et elle prend fin une fois que l'opération prend fin. Alors que la prime collective, elle va être sur un chiffre d'affaires au trimestre, au semestre, à l'année, qui évolue sur des prestations, ben, peut-être un peu une partie sur les ventes, parce que nombre de techniciens contribuent à la vente de nouvelles machines et ils sont rarement intéressés. Et ce qui est vécu en général comme une injustice, et ce qui est vrai, Mmh. ce qui est vrai. Mais là, c'est culturel. C'est pas juste parce qu'on a l'habitude de donner des communications et qu'on a oublié que les autres personnes de l'entreprise, techniques et administratives, contribuent à la vente. Donc c'est plus culturel, c'est plus par habitude que l'on fait ça. Et donc ça, il faut le remettre en cause. Et il faut pas rester là-dessus. Donc ça va être un mix comme ça de un peu d'individuel, un peu de collectif. Et je déconseille fortement de n'être que sur des primes individuelles, de ne faire que ce choix-là, de ne pas faire soit quelque chose d'hybride, soit quelque chose de 100% collectif. Pourquoi? Parce que ça encourage une concurrence extrêmement forte entre les équipes. Ce qui peut fonctionner entre commerciaux quand on est sur un marché très concurrentiel, et qu'on a une équipe commerciale qui fonctionne bien sur ces mécanismes de compétition, c'est OK. OK. Dans ces cas-là, c'est intéressant. Mais c'est pas du tout applicable de partout. Pas du tout. Donc, dans mes équipes techniques, je souhaite pas mettre de la concurrence. En tout cas, tous les exemples que j'ai pu constater, ça fonctionne pas bien du tout. Ça a tendance à séparer les gens et à petit les éloigner de la relation client.
du fait Mmh. que ce qui est important avant tout dans le SAV, c'est que le client vive une super expérience. C'est d'abord ça le cœur Mmh. du réacteur. Et il va vivre une super expérience parce que on résout correctement ses problèmes, on est réactif, on se comporte bien, on l'informe bien, etc., etc. Transition toute trouvée pour le coup. Heu, alors ouais, j'aurais peut-être dû expliquer que notre idée d'épisode, elle vient d'un post sur lequel, sur LinkedIn, on parlait justement, pas de prime pour les techniciens, comment ça se fait? Il y a eu, énormément de commentaires et justement par rapport à ce que tu dis, la prime individuelle pour le technicien, ça l'éloigne de la relation client. Il y a des gens qui disaient: «Bah, c'est bien beau ce que tu dis Johan, mais ça va en faire des commerciaux et après ils vont plutôt penser à aller gratter la prime qu'à réparer correctement, bah, chez le client». C'est ça que tu dis en fait ou pas? Alors ça, je l'ai jamais vu ou presque, hein. Ça peut exister, mais à mon avis, c'est de l'ultra exceptionnel. Pourquoi? Au moins pour 2 raisons. La première, c'est que, un technicien SAV, c'est pas n'importe qui. Un technicien SAV, c'est quelqu'un qui a du goût pour la technique et qui aime rendre service. S'il n'y a pas les 2 éléments associés, c'est pas un technicien SAV, c'est un technicien. Un technicien qui aime parler aux machines va faire de la maintenance, qui est tout aussi noble, hein, je compare pas les métiers. C'est juste pour dire la spécificité qu'il y a dans le SAV. Il y a cette envie de servir le client. Et donc, tant que ça, ça existe, on va pas en faire des commerciaux, hein. Loin de là. C'est pas parce qu'on va mettre une prime que tout d'un coup, ils vont se mettre à courir après la prime. C'est une vue de l'esprit. C'est juste une peur, en fait. Elle est légitime, mais elle s'appuie sur rien. Elle est très, très irrationnelle. La deuxième chose, c'est que un technicien ne doit pas devenir un commercial. L'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est qu'il ait de la démarche commerciale, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire, c'est de renforcer son rôle de conseiller. En général, la plupart des techniciens ont déjà ça assez naturellement, plus ou moins. Souvent, il faut quand même le renforcer et les accompagner là-dessus. Mais la logique de conseiller, elle existe. Il constate que quelque chose ne va pas, que quelque chose est vieillissant, que quelque chose est mal utilisé. Tout de suite, il va apporter un conseil en disant, bah, tu sais, tu devrais faire ci comme ci, tu devrais penser à ça. Si tu le faisais comme ci et comme ça, bah, tu gagnerais tant, etc. Donc, c'est d'aller renforcer cette logique de conseiller en simplement les aidant à avoir de meilleure qualité relationnelle, parce qu'ils savent pas toujours bien le dire, bien le faire. Deux, en les aidant à mieux argumenter, hein, ils sont pas toujours très forts pour répondre à des objections. Des fois, ils sont un peu tac au tac et c'est un peu brutal. Donc, et c'est pas toujours le bon argument face à la bonne objection. Donc ça, il faut les accompagner un peu à travailler la question des objections et il faut leur donner du support. Il faut leur donner un peu de matière, donc que ce soit des supports papier, que ce soit des supports vidéo, que ce soit des supports en ligne, peu importe, mais en tout cas leur donner un peu de support pour valoriser les prestations. Euh, Beaucoup d'entreprises ont des prestations de services qui sont non documentées. Il n'y a pas de document papier, ça apparaît très peu sur le site, et le tech doit faire ça tout seul, comme un grand, sans avoir de relais. Idem d'ailleurs pour les commerciaux. Donc là aussi, c'est comment on met un peu de support autour de ça. Les éléments sont importants. Donc le support, il est à la fois en accompagnement, formation, soutien, et à la fois documentaire et un peu de verbatim autour de ça. Ah, ça me fait rire que tu tu parles du technicien qui répond du tac au tac, qui a pas trop de tact. Moi, je Ouais. me reconnais à 200 là-dedans et ça me fait penser à mon vieil agent commercial. Alors je dis le vieil agent par expérimenté, qui m'avait dit: «Johan, tu trop honnête» et je lui ai dit: «Ah non, mais on va pas commencer de mentir». Il me dit: «Non, je te dis pas de mentir, je te dis de savoir expliquer les choses sans leur leur balancer un truc qu'ils trouvent, exceptionnel et qui prennent peur, en fait». Ouais. À l'époque, j'étais là: «Ouais, ouais, cause toujours». Maintenant, je comprends, grâce à toi notamment, qu'il y a des façons de dire les choses, sans Exactement. forcément mentir. Et d'ailleurs, deuxième remarque, si je me disais si le technicien il commence à courir après la prime, c'est peut-être le moment de lui dire: «Bah, tu veux pas devenir commercial?» Alors, ah Hem, oui, alors attends, je rebondis là-dessus parce que ça, c'est intéressant aussi. Euh, Il y a deux choses. Si jamais j'ai un technicien qui commence à courir après la prime, il y a la première question à se poser, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il switch? Est-ce que c'est parce que il a une reconnaissance qui n'existait pas suffisamment avant et que tout d'un coup, il la trouve là et ça lui donne un coup d'accélérateur? Donc là, c'est plutôt des questions d'organisation interne et de management à creuser.
Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a envie, en fait, de devenir commercial? Et auquel cas, effectivement, si on a quelqu'un qui a envie, ben, ça vaut le coup de l'accompagner à devenir commercial et à renforcer ça, et on aura un super technico-commercial. Mmh. Donc, mais c'est bien de creuser le pourquoi, hein, de ne pas s'arrêter à ce qu'on voit en surface. Dernier point qu'il fallait qu'on aborde, tu parlais justement de collectif. C'est vrai que finalement, dans l'entreprise est pas, enfin, je veux dire, dès que tu as des salariés, le fait est que c'est un collectif qui va œuvrer normalement vers une même mission. Donc en effet, alors peut-être la première vente est faite par le commercial, comme on dit, les autres par le SAV, je dirais les autres par le reste de l'entreprise finalement. On parle de collectif, justement, si on commence à verser des primes, comment on fait le tri de qui fait quoi? C'est aussi des remarques que j'ai eues, c'est que demain, bah, sur le terrain, tu as toujours le commercial, tu as toujours le technicien. Le commercial a détecté un truc, le technicien a détecté un autre truc sensiblement similaire finalement. Ah bah, comment on fait justement? À qui on donne quoi? Parce que là, ça devient la guerre. D'où je suppose, c'est pour ça bah, que tu nous disais la prime individuelle, la prime collective, attention les yeux. Alors, Ouais. Alors ça pose beaucoup de questions, hein. D'abord, ça exprime le fait que chaque fois qu'on veut amener du changement dans l'entreprise, amener des primes, c'est une forme de changement, mais c'est un peu la même chose quand on veut changer le logiciel, quand on veut mettre en place des tablettes, c'est un peu la même chose. Il faut avoir à ce moment-là un regard systémique, c'est-à-dire qu'il faut regarder toujours les choses dans leur ensemble, du point de départ jusqu'au point d'arrivée, et non pas simplement qu'un petit bout du process, qu'un tout petit morceau. Les primes, c'est un petit bout d'un process qui est le processus de comment je garantis l'envie de mes équipes techniques, commerciales, administratives à développer l'entreprise. Okay, ce n'est que ça finalement, c'est un petit morceau pour faire. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je disais, il faut regarder les choses en se disant, ok, c'est quoi déjà la politique salariale, c'est quoi déjà le climat, comment les équipes travaillent ensemble déjà ou pas, est-ce que c'est très siloté ou pas. Donc il faut déjà avoir bien ce regard-là et que ce soit bien clair, savoir d'où on part. Et ensuite, il y a plusieurs choix. Soit on est vraiment une entreprise qui vraiment est dans une logique compétitive, veut que les gens soient en concurrence les uns avec les autres, parce on est persuadé que c'est comme ça qu'on va motiver les gens. On a peut-être recruté des gens qui sont plutôt dans ce mood-là, hein, c'est possible aussi. Tout existe dans les entreprises. Donc peut-être qu'on a plutôt des gens comme ça. À ce moment-là, si on veut rentrer dans un schéma où il y a beaucoup de primes individuelles et très peu de primes collectives, ça veut dire qu'il faut tout mesurer et tout tracer, ce qui est d'une complexité phénoménale. Parce que évidemment que tout le monde contribue et que bien sûr il va y avoir des clients où une information vient du technicien, une information vient de la DV, une information vient du magasin, une information vient du commercial, et c'est parce qu'on a fait tout ça qu'on gagne ce contrat, qu'on gagne cette nouvelle vente. Comment on trace tout ça? Est-ce qu'on a une CRM extrêmement pointue qui trace tout, ce que chacun a dit, ce que chacun a fait, et on va répartir, on va faire une clé de répartition avec un petit pourcentage sur chacun. Bonjour la complexité. mmh, Tout est possible, hein. Si l'entreprise a envie de faire ça, pourquoi pas? Pour faire plus simple, je conseille moi plutôt de dire, on va identifier très précisément trois, quatre critères qui dépendent uniquement de chaque service. Quelque chose qui dépend que du service commercial, quelque chose qui dépend que de l'ADV, quelque chose qui dépend que du service pièce, quelque chose qui dépend que du technicien. Un ou deux critères par fonction, par service. Et qui sont vraiment identifiables, qui n'en sortent pas. Et là-dessus, on va poser un élément individuel. Sur tout le reste, c'est du collectif. On pose une prime collective. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile à tracer. t'as des exemples là? Parce que je suis en Ouais. train de me dire, ça me paraît extraordinaire, enfin ça me paraît vraiment compliqué, mais si tu nous donnes un exemple d'un critère qui appartient qu'au commercial et un critère qui appartient qu'au technicien SAV. Ouais. Par exemple, on peut définir que bon, le commerce, ça va être le nombre de rendez-vous réalisés ou le fait de détecter un nouveau prospect que personne n'a, qui n'existait pas avant dans la base. Ça, c'est un critère unique Mmh. qui est facile à repérer. Côté service pièce, ça peut être le nombre de devis que fait le service pièce. En disant, OK, les devis, à partir du moment où c'est émis par le service pièce, c'est le service pièce. Là, il y a quand même une petite ambiguïté parce que qu'est-ce qui a amené le devis? Là aussi, mais ça peut être un critère. Euh, Côté technicien, ça peut être, on a mis en place
une visite systématique du technicien à la fin de la garantie. Si à la fin de cette visite, il détecte quelque chose, une prestation, il vend un nouveau contrat, il détecte un peu de vente de pièces ou d'un pack de pièces qu'on a mis en place, etc. On a mis quelque chose en place de précis, un pack de pièces ou un contrat par exemple. C'est lui qui en parle et la vente se fait, ça vient de lui. C'est identifiable. Okay, donc tu vois, c'est très lié aussi à la façon dont on s'organise. C'est pas, là aussi, c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette. Ça dépend de ce qu'on a déjà mis en place. Donc ça, c'est identifiable. Tout le reste, ça reste une prime collective où on fait peut-être une clé de répartition, soit c'est 50-50 entre le commerce et le service technique et le SAV, soit c'est X% pour le commerce, X% pour l'admin, X% pour le SAV. Là aussi, il faut rentrer très 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 dans le détail de l'organisation pour regarder quelle clé de répartition serait juste. Mmh. Et dernier point là-dessus, ce que je conseille, c'est qu'une fois qu'on a réfléchi à ça, d'abord, je conseille de réfléchir avec les équipes. Okay, de pas faire ça dans un coin, de codir et puis après on applique et puis c'est comme ça. Pourquoi? Parce que quand on va le construire, on va avoir des remontées immédiates. Et oui, c'est possible, oui, c'est pas possible, oui, mais ça pose telle question. Il faut les traiter, ces questions-là. Et la deuxième chose, c'est d'être dans une logique de test and learn. Okay, on essaye. On se pose une période, on se pose 2-3 critères d'évaluation et on regarde ce qui se passe. Et on voit si ce qu'on a mis en place est juste, est perçu comme juste par les équipes et par l'équipe de direction ou pas. Et on ajuste au fil du temps. Éviter de déployer une logique comme ça qui est quand même très impactante. Le fait de donner un peu plus d'argent ou un peu moins d'argent à ses équipes, c'est très impactant. C'est pas quelque chose de neutre. Donc, c'est bien de tester les choses et d'avoir impliqué les personnes, en tout cas, des personnes représentatives de chaque service dans la construction. C'est beaucoup plus simple. On met un petit peu plus de temps à le construire au départ, mais c'est beaucoup plus durable derrière. Très bien. Moi, ça me paraît toujours limpide à la fin de l'épisode, mais je vois encore une fois que c'est facile à dire, mais tu as intérêt à avoir réglé tout un tas de choses pour que ça fonctionne bien. Et Oui. c'est pour ça que finalement, dans mon post, là, on voit plein de commentaires où il y a plein de gens qui disent que c'est foireux, que ça marche pas. Parce que, alors je fais peut-être un raccourci, mais la plupart, ça a été décidé en haut lieu, ça a été appliqué, boum, et puis après, démerdez-vous avec ça. On n'essaye pas, on applique, et puis voilà, advienne ce que pourra, on remet pas trop en question, quoi. Oui. Parce que Oui. c'est vrai que ça demande énormément de travail, mais finalement, c'est depuis qu'on a commencé ce podcast, ce dont je me rends compte, c'est que bah, si on veut faire en sorte que ça fonctionne bien, tout ça, il faut le travailler. Et c'est pas du travail qui rapporte à court terme. Oui, alors c'est très juste ce que tu dis, c'est-à-dire que la logique salariale et la logique de prime, elles vont ensemble. Ce sont des logiques moyen terme. Okay, c'est pas quelque chose qui va faire que le mois prochain on va générer 30% de chiffre d'affaires en plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça doit s'appuyer sur l'organisation, sur une organisation relativement optimisée. C'est le défaut, pour reprendre un tout petit peu ce que tu dis dans un peu sous une autre forme, ce serait de penser que la prime va résoudre les problèmes. Mmh. Ça, c'est un défaut. Okay, c'est la logique pansement. Je mets un pansement sur une plaie béante, ben, ça produit pas grand-chose en fait. Donc, et au contraire, ça va amplifier ce qui ne va pas. Les primes, je conclurai là-dessus, les primes viennent encourager un système vertueux. Ouais, j'adore cette punchline. Ça me va. Gardez-la en mémoire. Allez, merci à tous et bonne semaine. Bonne semaine à tous. C'était Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV, présenté par Laurent Mella, expert SAV, et Johan Fon, créateur de vidéos tuto pour ton SAV.